Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le second tour de la présidentielle au Brésil, ce sera le 26 octobre et il opposera ce second tour la présidente sortante Dilma Rousseff au social-démocrate Aécio Neves. Marina Silva, l'écologiste qui a bousculé dans les sondages Dilma Rousseff, ne termine que troisième avec 21,3% des suffrages. Alors comment expliquer ce mauvais résultat? Surtout sur qui vont se reporter les électeurs de Marina Silva? Quel avenir pour le Brésil qui peine économiquement? On en parle avec nos invités, avec vous, François-Michel Le Tourneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste du Brésil, directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche au CREDA, le centre de recherche et de documentation sur les Amériques. André Neto, bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant à O Estado de Sao Paulo, qui est un quotidien brésilien libéral de centre droit. François-Michel Le Tourneau, les sondages prévoyaient, alors je sais qu'il ne faut pas toujours croire les sondages, mais prévoyaient quand même un face-à-face Dilma Rousseff, Marina Silva. Comment expliquer que Marina Silva ne soit pas arrivée au second tour? D'abord, je pense qu'il faut relativiser un petit peu. Il y a eu quelques sondages qui ont prévu l'ascension de Marina Silva et spécialement, il faut rappeler qu'elle n'était pas au départ candidate à être présidente, elle était candidate à être vice-présidente et le candidat à la présidentielle est mort dans un accident d'avion et à l'issue de ça, donc pendant quelques semaines, des sondages l'ont montré en tête, mais c'était aussi la surprise de la retrouver dans cette position-là et ces sondages n'ont pas duré. La semaine dernière, déjà, on avait des sondages qui montraient très clairement que Aécio Neves était en train de revenir. Donc déjà, on peut relativiser un petit peu le phénomène. Par contre, qu'est-ce qui a manqué à Marina Silva justement pour réussir à passer cette marche? Peut-être un programme mieux défini, un certain nombre d'incohérences dans son positionnement politique, des alliances un petit peu contre nature, et aussi peut-être le fait qu'on trouve deux électorats tout à fait importants. On voit que Dilma Rousseff s'est maintenue dans le nord-est, donc c'est auprès de l'électorat populaire qui a beaucoup bénéficié de ses programmes sociaux. Et l'électorat plutôt mieux formé, mieux instruit de São Paulo a voté pour Aécio Neves, c'est-à-dire pour un homme politique expérimenté qui est une alternative au PT. Et entre ces deux moments-là, il ne restait pas tellement d'électorat pour Marina Silva. André Neto, est-ce que vous avez été surpris de ne pas voir Marina Silva au second tour? Je trouve qu'on était tous plus ou moins surpris dû au sondage qui s'est multiplié ces dernières semaines en indiquant que Marina Silva y serait. Par contre, c'est vrai que Marina Silva, elle ne comptait pas vraiment sur une machine partidaire assez solide pour faire face à la campagne électorale qui s'est suivie. Elle était toujours la candidate anti-establishment. C'est-à-dire, elle s'est battue contre deux puissances partidaires au Brésil, le PSDB, une puissance de centre-droite, de social-démocrate, et le Parti de travailleurs, le PT, une partie de centre-gauche, si on peut dire. Bon, ces deux partis-là, ils se sont répartis l'électorat pendant 25 ans, et ça arrive encore. Donc, on prouve, à mon avis, c'est que Mais est-ce que les Brésiliens n'ont pas eu peur aussi, finalement, d'aller vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas? Oui, d'une certaine façon, oui. Mais la peur a été aussi créée par ses adversaires qui ont très bien joué la carte de l'attaque politique, si vous voulez. Oui, enfin, je pense qu'on peut dire ça, mais plus généralement, il faut quand même souligner que le programme de Marina Silva était quand même très, très vague et que son alliance politique aussi était un petit peu compliquée. Elle était candidate au nom d'un parti avec lequel, avant de ne pas réussir à créer son propre parti, elle n'avait strictement rien en commun. Donc c'était un petit peu déjà l'alliance de la carpe et du lapin. Donc c'était compliqué pour elle de montrer quelque chose. Mais je suis d'accord avec André. Aussi sur la question de la machine électorale, il faut voir que dans la première partie de la campagne électorale, Marina Silva avait 2 minutes à la télévision et Dilma Rousseff en avait 11. Donc, ce n'est pas la même force de frappe face à rapport à l'électorat. André Neto, est-ce qu'on va en entendre parler encore de Marina Silva? Est-ce que ce n'est que le début? Bon, elle a déjà un parcours politique derrière elle, puisqu'elle a été très longtemps donc, au Parti des travailleurs. Elle a été même ministre de l'Environnement de Lula. Mais est-ce que vous pensez que c'est une femme dont on va reparler, qui va rester sur la scène politique brésilienne? Il faut se rappeler qu'au Brésil, on a une culture politique qui est différente par rapport à celle des États-Unis, par exemple. On aime bien les candidats qui sont résilients à travers le temps. Lula a perdu 4 ou 5 élections avant de devenir le président de la République. Et on peut bien imaginer que Marina, si elle a cette résilience, elle peut peut-être aspirer l'élection en 2018 ou peut-être même après. Ce qui
c'est que Marina Silva a une fragilité. Elle a très peu de moyens de mobilisation. Elle n'a pas réussi à créer son parti, le réseau qu'elle avait envie de créer l'année passée, parce qu'elle n'a pas su mobiliser son électorat. Et après, pendant cette élection, elle a prouvé encore qu'elle a de fragilité au niveau de sa puissance de campagne électorale. Elle n'était pas à l'auteur. En fait. François-Michel Le Tourneau, justement, maintenant, on va s'intéresser quand même à ce second tour qui va avoir lieu donc 26 octobre, qui va opposer Dilma Rousseff à Aécio Neves. Alors la grande question, elle est un peu faiseur de roi dans cette histoire, Marina Silva. Sur qui vont... Non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Parce que la question, c'est sur qui vont se reporter ces électeurs. Est-ce qu'ils vont Oui, voilà, c'est la question, mais il y a deux questions. C'est-à-dire, est-elle propriétaire ou est-elle capable d'orienter véritablement ses électeurs? Donc effectivement, mathématiquement, si Aécio Neves réussit à avoir les voix de Marina Silva, il se trouve qu'elle est en train de faire signe qu'elle va s'allier avec lui. Donc si elle est propriétaire de ses voix, ça lui fait une majorité. Sauf qu'il n'est pas bien certain que son électorat soit prêt à avaler Aécio Neves, ce qui ne représente pas exactement quand même la même tonalité politique. Et par ailleurs, donc, est-ce que cet électorat va continuer à se rebeller contre Dilma Rousseff, alors qu'en partie, Marina Silva, elle vient du PT. Son électorat, il a aussi une fibre de gauche, comme ça, une fibre populaire. C'est pas du tout certain qu'elle puisse l'entraîner de ce côté-là. André Neto, vous êtes d'accord? C'est absolument vrai. En fait, il y a deux sondages qui ont démontré une certaine intention assez vague pour l'instant d'un rapport de voix à peu près de 60% vers Aécio Neves et 40% vers Dilma. Si ça va se maintenir, bonne question pour ces 3 dernières semaines de campagne. Si jamais ça reflète la vérité, c'est une autre question. Les sondages ont été assez imprécis, et notamment dans certains États du pays. Donc, on ne peut pas vraiment dire ce que va se passer à ces stades-là, à ces moments-là de la campagne. C'est une campagne absolument atypique au Brésil. On a eu de rebondissements, 3 ou 4 rebondissements le 18 derniers mois. Et donc, c'est assez compliqué de prévoir ce que va se passer ces 3 semaines qui restent encore de campagne électorale. François-Michel Le Tourneau, il y a ce tweet d'un de nos internautes qui dit on a besoin d'un changement au Brésil. Est-ce que Aécio Neves peut incarner ce changement selon vous? C'est la carte qui va jouer forcément. Il y a eu 12 ans de pouvoir du PT. Il arrive en disant je suis l'homme neuf. Et Dilma Rousseff va exactement lui mettre l'étiquette contraire en disant mais non, vous êtes le représentant d'un pouvoir passé puisque vous avez vous-même Fernando Henrique au pouvoir pendant 8 ans. Donc ça va être difficile de savoir qui est neuf effectivement. Moi ce que je trouve c'est que par rapport aux manifestations de 2013, on aurait pu imaginer justement un vote massif de l'électorat brésilien en faveur de candidats nouveaux. Je pense que là-dessus, il faut élargir un petit peu le focus. Il n'y a pas qu'une élection présidentielle qui s'est jouée ce week-end au Brésil. Il y avait également une élection législative. On a renouvelé l'Assemblée nationale, on a renouvelé un certain nombre de sénateurs, on a également renouvelé les gouverneurs des États. On s'aperçoit que les gens qui sont passés ne sont pas des gens du renouveau, dans une grande partie. Il y a eu pas mal de nouveaux députés, mais les gouverneurs, c'est encore des vieilles figures. Donc en fait, cette aspiration au renouvellement, elle ne se traduit pas dans les urnes. C'est ça tout le problème, c'est l'équation qui est difficile au Brésil, c'est que les gens sortent dans la rue pour manifester et dire qu'ils veulent du changement, mais quand il s'agit de voter, la loi du nombre fait que les gens qui votent sur les hommes politiques qui sont connus, qui sont anciens, sont plus nombreux. André Neto, comment vous expliquez ça justement? C'est parce que les Brésiliens aussi, parce que ça il faut le dire, Dilma Rousseff, elle a quand même un bilan. Hein. Il y a quand même 40 millions de pauvres qui sont sortis de la pauvreté. L'analphabétisme a chuté. Je crois qu'il y a plus que 9% aujourd'hui d'analphabètes au Brésil. Elle a quand même fait beaucoup, comme Lula aussi. Hein. C'est pour ça, vous pensez que les gens ont peur aussi de la nouveauté Je dirais que d'abord, il y a le piège central du scénario politique brésilien, du système politique brésilien. Même si on a envie de changer, le système ne permet pas. Marina a très bien montré qu'elle essayait de créer un nouveau parti et la bureaucratie et les exigences de la justice électorale étaient tellement dures pour que ça se produise qu'elle n'a pas arrivé. Et ce qu'on voit finalement, ce sont les 2 anciens partis qui datent des années 90 et 80 et 90, qui arrivent finalement au deuxième tour encore. Donc c'est difficile d'arriver comme nouvelle force politique dans un deuxième tour de l'élection présidentielle, notamment présidentielle au Brésil. François-Michel Le Tourneau, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation économique du Brésil? Le Brésil est un pays émergent qui a connu un très fort taux de croissance ces dernières années, avec une baisse quand même du chômage, on a dit des acquis sociaux. Comment va aujourd'hui le pays?
Bon, le pays, c'est là aussi on passe un peu d'un extrême à l'autre. On a présenté il y a 4 ans le Brésil triomphant comme s'il allait être la troisième puissance mondiale en peu d'années. Les Brésiliens eux-mêmes d'ailleurs l'ont cru. Et aujourd'hui, on présente le Brésil comme étant une espèce d'épave qui n'avance plus. La vérité est entre les deux. Effectivement, le Brésil a beaucoup cru, avec aussi des déficiences, notamment dans ses infrastructures, des goulots d'étranglement qu'il faut résoudre. Ça prend du temps. Il a un bilan social qui s'est amélioré, même pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, il est dans une crise économique qui est mondiale. Il est touché un petit peu plus tard que les autres, mais il est touché quand même. Cela étant, le taux de chômage est en dessous de 5%. Donc la situation n'est ni excellente, parce que les comptes notamment sont en train de se dégrader, on retrouve une dette qui croît, mais elle n'est pas non plus absolument ingérable, c'est pas le fond du trou. André Neto. Ce qu'on voit à ces stades, en fait, au niveau économique, c'est plutôt une mauvaise volonté des marchés à l'égard de Dilma Rousseff, qui est assez frappant, mais qui joue un rôle dans cette élection. C'est vrai que le marché financier, les investisseurs, les grands entrepreneurs au Brésil n'ont pas très envie de voir la réélection, la reconduction de Dilma Rousseff au pouvoir. Ce qui est complètement paradoxal d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut voir deux choses. La première, c'est que c'est exactement ce qui s'était passé en 2002, au moment de la première élection de Lula, où les marchés avaient fait « Oula !» En gros, Arlette Laguille arrive au pouvoir. Et puis après, les premiers mois de son mandat ont justement été consacrés à rassurer les marchés. Et puis finalement, ils s'en sont très bien portés. Parce que, comme le disait d'ailleurs souvent Lula, avec moi, les pauvres ont beaucoup gagné, mais les banquiers ont encore plus gagné que les pauvres. Et donc, Dilma Rousseff, c'est pas vraiment un gouvernement anti-affaires non plus. C'est ça qui est assez paradoxal. Elle a un bon bilan, Dilma Rousseff. Vous êtes brésilien. Vous trouvez qu'elle a un bon bilan ? C'est encore un bilan qui reste dans la trajectoire de Lula. C'est un bon bilan. C'est pas suffisant. C'est pas la panacée. Le Brésil n'est pas une superpuissance. Elle aurait pu faire mieux ? Oui, dans certains secteurs de l'économie, oui. Dans certains sujets sensibles de la société brésilienne, la santé, l'éducation, on a eu des progrès, mais les progrès ces 4 dernières années ne sont pas si clairs, si nets qu'ils étaient pendant les années Lula. Et donc, il y a une vraie insatisfaction qu'on ne peut pas négliger. En ce qui concerne le gouvernement. Parce qu'on se rappelle quand même cette fronde quand même de juin 2013, avant donc le mondial, un an avant le mondial, où il y avait une augmentation du ticket de bus, et on se rappelle de toute cette jeunesse brésilienne, mais pas seulement, qui était donc dans les rues, notamment de Rio de Janeiro, enfin dans ces grandes mégapoles. François-Michel Le Tourneau, on parlait de l'éducation, on parlait de l'économie, mais il y a aussi un thème qui n'a absolument pas été abordé dans cette campagne, et pourtant c'est une thématique à laquelle sont très attachés les Brésiliens. Et pour cause, ce sont les questions sécuritaires. Le Brésil est un des pays les plus dangereux au monde. J'ai lu 50 000 homicides par an en 2012, 25 victimes pour 100 000 habitants. C'est, ai-je lu, la proportion digne d'un pays en guerre. Pourquoi cette thématique-là n'a-t-elle pas été abordée par les candidats ? Vous avez tout à fait raison. On peut même aller plus loin. On est passé à 50 000, on était à 30 000 morts violentes par an, effectivement, ce qui fait sur 30 ans plus d'1 million de personnes qui sont décédées, c'est-à-dire probablement l'un des conflits les plus violents au monde de ces dernières années. C'est très étonnant, c'est un point effectivement tout à fait, un espèce d'angle mort de la politique brésilienne. Moi, je suis étonné que ce ne soit pas la priorité de toutes les campagnes électorales. Et effectivement... Pour quelle raison ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Mais c'est parce que je pense que personne n'a de véritable solution à proposer. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que cette violence, il y a eu des politiques, alors elle a été un petit peu repoussée du centre des grandes villes, des périphéries des plus grandes villes pour arriver plutôt dans les villes moyennes, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle est en quelque sorte enracinée au cœur de la société brésilienne, et que prendre ce problème-là à bras-le-corps, c'est peut-être questionner le pays tout entier, et donc c'est difficile dans une campagne électorale. André Neto. Au niveau politique, il y a quand même une explication pour que ce sujet soit absent de la campagne électorale. C'est le fait que la Constitution n'oblige pas le gouvernement central, c'est-à-dire l'Union, à avoir, par exemple, un ministère de l'Intérieur qui gère la politique de sécurité à l'intérieur. Sur les régions. Sur les régions. Donc ça revient à chaque État. On en a beaucoup au Brésil et il faut coordonner tous ces efforts alors que personne ne coordonne parce que l'Union n'est pas obligée de le faire. Alors, à chaque élection, à chaque nouveau président, ce qui se passe, c'est qu'on se désonère de cette tâche qui est lourde, qui est peut-être la plus lourde tâche à ce moment de la société brésilienne, c'est de faire face à l'insécurité, à la violence.
et à toute cette tragédie de la violence urbaine au Brésil, en se disant, voilà, dans la Constitution, c'est écrit que... Tout le monde se cache derrière la Constitution, finalement. Voilà, exactement. Et l'État central se cache en disant ce sont les régions qui gèrent ça, et les régions se cachent en disant mais le budget, c'est l'État central qui l'a, finalement. C'est pas tout à fait ça, mais comment dire, je suis d'accord avec André, sauf sur un point, c'est que, comme on le disait, il y avait aussi des élections pour les gouverneurs des 27 États du Brésil, puisque le Brésil est une fédération, et eux-mêmes n'en parlent pas beaucoup. C'est vrai. Donc, alors qu'ils sont effectivement responsables de la politique de sécurité publique, chacun dans leur État. On ne les voit pas avec des solutions tout à fait innovantes. Ce qu'on voit, c'est des politiques classiques qui ont été testées à New York ou d'ailleurs en Irak, puisque la politique mise en place à Rio s'appelle la pacification. Ça vous donne une idée de ce qu'on rencontre en face. Juste une question de plus. Il y a des solutions qui sont assez classiques au niveau de la sécurité au Brésil. Et pendant la Coupe du Monde, on a vu dans certaines capitales, par exemple Porto Alegre au sud du Brésil, lorsqu'on a envoyé de policiers, des agents de police qui étaient à l'intérieur de l'État vers la capitale pour renforcer la sécurité a augmenté visiblement. Les statistiques l'ont prouvé. C'est-à-dire il y a un vrai manque de personnel. On n'est pas au niveau recommandé par l'ONU par rapport au nombre de policiers à chaque habitant. Et donc, on n'a pas suffisamment. Hein. On n'a pas suffisamment de policiers. Et donc ça aide à expliquer. Bien sûr qu'il y a des explications qui sont enracinées dans la culture brésilienne. Il y a une vraie culture de la violence et on fait avec. Ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Merci beaucoup André Neto, merci François-Michel Le Tourneau de nous avoir parlé tous les deux du Brésil. On aura évidemment l'occasion d'en reparler au moment du second tour. Je rappelle que c'est le 26 octobre et que ce second tour opposera la présidente sortante Dilma Rousseff au candidat social-démocrate Aécio Neves. Je vous retrouve dans un instant pour un rappel des titres et puis notre second débat, on reviendra sur la manif pour tous dimanche. On en reparlera avec nos invités, un débat à 19h40. À tout de suite.